Et pareil, ceux qui font du playback qui rappent pas ou qui chantent pas, moi je trouve ça complètement bidon, tu vois. Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up, bienvenue à toutes les personnes présentes sur les ondes internet et FM pour ce nouvel épisode de la Jigger Room en feat, en tag team, en crossover avec musicalement parlant. Du coup, aujourd'hui, à la table, on a notre athlète tout droit sorti d'un shonen, expert en course de fond, en marathon, qui retrouve la gouache, toute son énergie en entendant des adlibs du genre Guwop et Gucci. Turn up, clan King Scarface est dans la casa, dans la maison. Yo. Comment tu vas? Ça se passe, il fait beau. Turn up. Ensuite, pour finir, on a notre rappeur, kicker, podcaster, hip-hop, activiste. Il a eu la chance de flex dans les rues du Queens et de rencontrer le groupe le plus légendaire du Queens, New York. Black Scorpion, aka le fils du hip-hop, est dans la casa, dans la maison. Yeah. Je déboule sur la scène, dans la main droite à MIC, dans la gauche la tête coupée du chef d'un ramasse, il faut MC. Comment tu vas? Au top. Là, il fait beau, il fait bon, comme t'as dit. On est bien, donc c'est cool. C'est vraiment un créneau exceptionnel qu'on est en train de faire aujourd'hui. On va vraiment s'attarder sur Black Scorpion, étant donné qu'il a sorti la mixtape, la Scorpion Tape volume 2. Étant donné que nous, petits, on s'est beaucoup bousillé au mixtape. Toi, ce que tu fais vraiment, ça revient vraiment à la mixtape de base. Ce qui se fait vraiment en matière de mixtape. Très phase B, ces trucs de genre se tester sur d'autres phases B. Ainsi, on va te poser plusieurs questions par rapport à ta mixtape, la Scorpion Tape volume 2. Du coup, pour commencer, peux-tu nous dire pourquoi ton AKA, donc ton surnom, est le fils du hip-hop? Avant d'être rappeur, avant d'être danseur aussi, parce qu'en vrai j'ai commencé par la danse, je me considère hip-hop parce que c'est avant tout un état d'esprit, c'est une culture et c'est un mode de vie, tu vois. Et pour moi, avant même de se lancer dans une discipline, faut être hip-hop parce que tu vois, le hip-hop c'est une manière d'être, comme je disais, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'agir, c'est une manière de parler, une manière de saper, une manière de flex, tu vois. C'est tout ça le hip-hop, tu vois. C'est ce qui a façonné le rap. C'est exactement ça. Et ça, faut pas l'oublier, c'est ce qui a façonné toutes les disciplines aussi, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le rap et qui malheureusement ne sont pas hip-hop. Et même ne savent pas réellement ce qu'est le hip-hop, c'est flou, tu vois. Il y en a, je pense, qui pourraient même pas citer toutes les disciplines du hip-hop. Et c'est quand même dommage. Moi, c'est vrai. Donc, et puis je me considère comme fils du hip-hop parce que j'ai grandi dedans, tu vois. Moi, j'ai 3 grands frères, ce qui fait que j'en ai mangé des sons, que ce soit aussi des mixtapes où voilà, t'as des DJ qui hostaient, qui scratchaient, même des reportages, des documentaires sur la danse hip-hop, ou même aussi dans les habits, tu vois. Moi, j'ai vécu la période où c'était à la mode, les baggy jeans. Je les portais pas encore, tu vois, mais début des années 2000, début milieu, j'ai vécu tout ça, les maillots de basket, tout ça, j'ai vu tout ça. Et moi, je suis un enfant de tout ça, en fait. Parce que je suis pas né avec le hip-hop, parce que le hip-hop est officiellement né en 1973, on va dire officiellement, tu vois. Mais moi, je suis né plus de 20 ans après, 21 ans après. Et c'est pour ça que le hip-hop, il s'était déjà fait, il s'était déjà construit. Bien développé. Je suis un enfant de tout ça, tu vois. Donc, fils du hip-hop, pour ça, tu vois. Quelle a été ta principale motivation, ambition pour commencer chaque discipline que tu pratiques dans la culture hip-hop? À une époque, je faisais du basket. Et j'avais arrêté le basket. Et
bah, je cherchais un autre truc à faire. Ouais. Et bah, je voyais que à côté de mon collège, il y avait une MJC qui proposait des cours de danse hip-hop. Ouais. Et j'avais déjà vu un bout de cours de danse hip-hop dans cette MJC et ça me disait bien. Et du coup, bah, je me suis dit, bah ouais, en vrai, pourquoi pas essayer. Et en vrai, ça a été, on va dire, le premier pas dans une discipline. En vrai, ça s'est fait un peu comme ça. Ouais, vraiment comme ça, en vrai, tu vois. Et niveau hip-hop, danse, tu fais quoi comme style? Popping, breakdance? En vrai, j'ai tout fait. Après, je me suis un peu plus mis dans le break. Ouais. C'est la discipline, enfin c'est le style qui m'intéressait un peu le plus quand même. Mais j'ai fait un peu de tout. À mauvais au juste titre parce que... Le style aussi? Ouais, j'ai fait new style, j'ai fait popping, locking, même house, break. J'ai touché un peu à tout parce que j'étais curieux et je kiffais tester un petit peu tous les styles de danse. Après, voilà, je me suis jamais mis à fond dans la danse, tu vois. J'avais pas d'ambition de devenir un danseur professionnel ou quoi. C'est pour ça que je me suis jamais mis au max dans le truc, tu vois. J'ai presque pas fait de compétition ou quoi, mais c'était vraiment juste en mode kiff, tu vois. Et même là, en vrai, la danse, j'ai fait, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai encore arrêté. Là, récemment, j'ai repris. Tu vois, c'est vraiment en mode au feeling, tu vois. Mais ouais, c'est juste en mode kiff, tu vois. Scorpion Tape, volume 1 et volume 2. Bah, suivent vraiment la tradition des mixtapes. Comme Day One de Young Dro, Harlem Night de Jay Mills. D'ailleurs, en plus, en y pensant, Harlem Night de Jay Mills, il y a un morceau en feat avec Prodigy, un morceau qui s'appelle si ça peut t'intéresser. Voilà, c'est une petite pépite que je te lâche comme ça. Et il y a aussi Wushat Mayer Gunberg de Gravy. Toi, de ton côté, as-tu en tête 3 mixtapes qui t'ont marqué? Ouais, de ouf. Une mixtape de Cut Killer à l'époque, Lunatic chez Cut Killer. Donc c'était une mixtape qui a mis Lunatic à l'honneur à l'époque où ils étaient produits par les Sages Poètes de la rue. Et en fait, cette mixtape-là, elle m'a marqué de ouf parce que bah déjà, Lunatic, c'est un peu leur premier fait d'armes en termes de sortie. Ouais. Avant même qu'ils sortent des albums ou quoi. Ils sont d'abord apparus surtout sur cette mixtape-là. Oui. Et du coup, comment la mixtape elle était faite, c'est-à-dire que tu avais Cut Killer qui faisait découvrir les nouveautés de l'époque. Ouais. La mixtape elle est sortie en 1995. Et il faisait découvrir les nouveautés de l'époque. Donc tu as des sons de Mobb Deep, de Old Dirty Bastard, des trucs comme ça. Et entre ces morceaux-là, t'as Lunatic qui faisait des freestyles en fait sur des phases B. Ouais. Et en fait, il y avait beaucoup de mixtapes de Cut Killer où justement il invitait des groupes, des collectifs, des artistes à poser sur ces mixtapes-là. En les mettant à l'honneur en faisant des mixtapes spéciales, soit Cut Killer, spécial La Clica, spécial Ménage à 3, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est potentiellement sur cette mixtape que j'ai entendu Driver la première fois, ou en tout cas que ça m'a marqué. Parce que Driver il pose 2 fois sur cette mixtape là. Et quand même. Ouais, et ça m'avait marqué. Et ouais, cette mixtape là elle m'avait bien marqué du coup. En vrai, je suis quand même obligé de la citer. S'il y a une autre mixtape de Cut Killer que, en fait, un peu tout le monde s'était prise quand c'était sorti, et moi je l'ai vécu quand j'étais petit. Ouais. C'est la Hip Hop Soul Party 5. Cette mixtape là, mais elle a tourné pire qu'un album. C'était une dinguerie. Je crois qu'elle est sortie vers 2001, un truc comme ça. Et ouais, cette mixtape là, elle tournait de ouf. Et ça, elle m'avait marqué aussi. Et celle-là, ouais, je me souviens quand j'étais petit, mes grands frères, le CD il a tourné de ouf.
Donc il y avait ça et la première mixtape du collectif For My People. Et elle est sortie en 1999, je crois, vers début 99. En fait, c'était une mixtape faite par le crew For My People, donc de Cool Chain, Zoxy, Busta Flex. Salif aussi, non? Salif qui les a rejoints après, Serum qui a rejoint le collectif après, mais au début, For My People, c'était vraiment Cool Chain, Zoxy et Busta Flex. Ok. Et en fait, ils faisaient découvrir des sons, enfin, ils mettaient des nouveautés surtout de l'époque. Et ils mettaient aussi des sons, des freestyles, des nouveaux sons, des remixes qu'ils faisaient. Ouais. Et pareil, cette mixtape-là, je l'ai bouffée de malade. Il y a des sons aussi que j'ai découverts dans cette mixtape, des sons underground, des sons peut-être un peu moins cachés, mais que j'ai découverts, tu vois. Par exemple... il y a un son de Mos Def et Talib Kweli, Black Star, Respiration, que j'ai découvert via cette mixtape-là. C'était un groupe, non? Ouais, en fait, ils ont formé un groupe tous les deux, tu vois, à l'époque. Et ouais, il y avait des sons comme ça, et il y avait des morceaux inédits, des remixes, tout ça. Et ouais, cette mixtape-là, elle m'a beaucoup marqué, et ça m'arrive encore de l'écouter de temps en temps aujourd'hui, tu vois. Mais ce qui me marquait surtout avec ces mixtapes-là, parce que de base... les mixtapes c'est ça aussi, c'est que il y avait des transitions entre les morceaux, tu vois, c'était très dynamique. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui hostaient la mixtape, que soit le DJ ou soit des artistes. Après sur les mixtapes de Cut Killer, c'était pas toujours hosté, mais il y avait un aspect relativement technique au niveau des transitions, des passe-passe, des scratchs, des remixes, mettre des acapellas sur d'autres instrus et tout. Et ça m'avait bien marqué. Et j'ai toujours kiffé ce bail sur les mixtapes en mode... on sait que c'est pas travaillé comme un album, c'est pas forcément propre et tout. Mais viens, on s'en fout. Juste... On envoie des freestyles, ça kick, et on s'en fout, en fait. Juste, pour moi, c'est un peu une cour de récréation où tu fais ce que tu veux. Il y a un gros côté performance et tout. Ouais, c'est ça. Pour moi, de base, c'était vraiment comme ça que je me suis pris le truc, tu vois. Et du coup, maintenant, en entendant les interludes de la Scorpion Tape Volume 2, édition 94, pour bien le préciser, on capte que tu t'es transporté en 1994. De ouf. Il y a des réflexions qui ont explosé aux yeux de l'Amérique entière lors des The Source Awards. Et il y a ce détail-là, un peu, quand ça parle du Sud. Quand Radou il parle du Sud et la réflexion que tu fais du Sud fait penser justement à tout ça, toutes ces réflexions qui se faisaient en interne et après qui ont été exposées lors des The Source Awards. Ouais. Mais sur quel autre détail tu t'es transformé en 1994 de manière subtile dans la mixtape? Franchement, déjà, je tiens à big up de ouf parce que fallait vraiment le remarquer, ça. Fallait vraiment le remarquer, même si je pense que quand même, dans ceux qui écoutaient du rap à l'époque, il y en a qui s'en foutaient un peu de East Coast, West Coast, Sud, qui écoutaient du son et qui kiffaient juste peu importe la côte, tu vois. Mais on a voulu faire un peu... et ça s'est fait spontanément. Ça s'est fait spontanément, ce petit clin d'œil où, genre, le Sud, il est pas en place, on s'en fout, tu vois. Ok, c'est vrai, c'est chambé carrément si ça s'est fait spontanément. Après, il y a l'histoire un peu qui parle. Ouais, bien sûr. Mais sur quel détail on a joué, bah tu vois, par exemple, si tu prends le premier interlude de la tape, justement, comment on a mis en place cet interlude-là, c'est que il y a du monde dans cet interlude. Oui. On était, je crois, on était 6 ou 7, un truc comme ça. Et genre, en fait, avant de faire l'interlude, on s'est fait un point culture sur l'état global du monde, de la musique, de la culture en 1994. Ok, important à faire en plus. Et le truc, c'est quoi? C'est que si t'écoutes, t'entends qu'il y a un jeu vidéo, et c'est un jeu Dragon Ball Z qui est sorti en France en 1994. D'accord, ok. Ouais, c'est le Dragon Ball Z, la légende Saiyan.
Ouais, bah en fait, le nom japonais, c'est Super Butoden 2. Et en français, c'est la légende Saiyan avec une grosse faute d'orthographe, d'ailleurs. Sur Saiyan. Et il était sorti sur... Super Nintendo. Super Nintendo. C'est celui où il y a Broly ou pas? Ouais, c'est celui-là, ouais. Ok, ouais, d'accord, ok. Oui, ça, il était sorti sur Super Nintendo en Europe en 94. Ok. Donc, il y avait ce clin d'œil-là. Et justement... Bien Scarfou. Bien vu. Et justement, si t'écoutes bien, t'entends qu'on dit Super Guerrier. Parce qu'à l'époque, on disait pas Super Saiyan et tout. C'était pas comme maintenant. À l'époque, c'était le Club Dorothée à la télé. C'est vrai. On n'avait pas les épisodes en japonais. On n'était pas encore dans le truc, tu vois. Donc, il y avait tout ce truc-là. Aussi par rapport à la musique, ce qui sortait, tu vois. On parle du premier album de l'album, du seul à l'époque de Notorious Big, du seul album de l'époque de Warren G. Parce qu'en 94, c'est leur premier album, mais quand tu es dans l'époque, c'est leur seul album en fait. Oui. C'est pour ça, c'était une réflexion aussi. Il fallait faire attention à pas dire le premier album d'un tel. Non, parce qu'à l'époque, c'est leur seul album. Oui. Et il n'y a pas de deuxième qui est annoncé. Là, on vit vraiment dans le truc. Donc, il y avait cet aspect-là. Aussi sur des aspects de langage. Il y a des expressions de l'époque il y a des expressions qui n'existaient pas à l'époque, qui n'étaient pas dites, qui n'étaient pas popularisées. En effet. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est courant les expressions du 9-1, genre les bails, tous ces trucs-là. En 94, c'est pas là. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Tu vois, et je te dis ça parce que c'était vraiment des objets des réflexions qu'on a eues, en fait. On s'est vraiment posé à un moment donné avant de faire le truc. Même des fois, il y a eu quelques erreurs, on a refait le truc. Mais c'est toutes ces subtilités-là qui amènent justement à cet interlude-là. Et même quand tu écoutes le son en fond aussi, parce qu'il y a le son du jeu vidéo, mais il y a aussi un morceau qui tourne en fond. Et c'est le morceau d'Abrat Funkified, qui est sorti en 94 aussi, tu vois. Et qui était un gros morceau de... Quel magnifique morceau. C'est pareil. Incroyable. Et c'est super bien joué, c'est bien de penser à tous ces détails-là et de les mettre en place. Merci. Normal. Et vas-y, par rapport à ça d'ailleurs, c'est quoi les morceaux originaux des phases B sur lesquels t'as posé pour cette mixtape? Ouf. Est-ce que je peux... là, ça va être long. Après, je peux pas tout dire parce que j'ai envie aussi que les gens fassent leur recherche un peu. C'est ça aussi le but. Mais je peux dire que j'ai posé sur certains classiques, dont Bring the Pain de Method Man. Et le freestyle que j'ai fait s'appelle Bring the Pain, justement. Y a le morceau de Biggie, Unbelievable, sur son premier album. En fait, il y a 3 freestyles qui portent le nom des sons originaux. Parce que vraiment, c'est vraiment des freestyles en mode... Vraiment, c'est les morceaux les plus freestyle que j'ai fait. Dans le sens où, il n'y avait pas de structure de son, quoi. C'est vraiment, on pose comme ça. Il y a aussi le feat avec Radu, Flavor in Your Air, qui est donc Flavor in Your Air remix. Craig Mack, Son de Craig Mack. LL Cool J. Busta, je crois Busta aussi. Rhymes, qui est un couplet de ouf. Rampage. Morceau de dingue. Et sinon, après, oui, je peux dire, j'ai posé sur Method Man Release Yourself, sur le premier album de Method Man. Ce que t'as clippé en plus. Ouais, exactement. C'est le morceau Dans l'arène. C'est le morceau de Method Man Release Yourself, qui est issu du premier album de Method Man Tikal. Faites place au scorpion qui s'immisce dans la place. L'as des as, le champion qui tous les pions déplace. Avec Stal, il s'installe et personne reste en place. Car ça claque et ça frappe à chaque fois qu'il se place. Dans l'arène, ça va agiter. Dans l'arène, ça va débiter. Dans l'arène, ça va kicker. Dans l'arène, ça va piquer. Dans l'arène, je fous le feu. Dans l'arène, c'est ça que tu veux. Dans l'arène, je si tu peux. Dans l'arène, c'est tu peux. Et je peux dire quoi? Je vais pas trop dire, tu vois, mais... C'est toi qui vois. Voilà, il y a... Allez, je peux dire Soul Ladies. Je vais dire quand même quelques morceaux vite fait. Soul Ladies, c'est un morceau qui n'est pas un morceau de rap, mais c'est un morceau R&B, c'est un morceau de Brandy qui s'appelle Best Friend. Et c'est un morceau que je kiffe beaucoup parce que le premier album de Brandy, je le kiffe et c'est pas le seul. Mais j'avais envie de poser sur une prod différente.
quand je dis différente, plutôt d'un style différent, plutôt R&B. Et puis il y a un beat switch à la fin où le son passe de l'instru de Brandy Best Friend au son de Common, I Used to Love Her, qui est un morceau absolument magnifique. Et pour la petite anecdote, à la base, j'avais envie de faire un son sur Common, I Used to Love Her, mais je pouvais pas tout faire non plus, tu vois. Parce que, en vrai de vrai, si je voulais vraiment, si je m'étais lâché à 1000%, j'aurais pu faire une mixtape de 40 titres. Tellement il y avait des sons, des instrus que je kiffais, mais je voulais pas non plus que ce soit une mixtape trop longue non plus. On va y venir là-dessus juste après. On va y venir. J'ai même envie de dire qu'il est en train de commencer à répondre à la question rap. En plus, tu vois ce que je veux dire. Quelle transition. C'est ça. C'est-à-dire là, il n'y a même pas de transition. Là, on va la sauter la question. Tu vois pas ce que je veux dire. Ouais, totalement. Parce qu'en gros, on voulait savoir un peu comment t'as choisi certains sons, mais vas-y, t'es déjà en train de le faire. Comment j'ai choisi certains sons, en fait, c'était vraiment un peu... C'était naturel, et en même temps, j'ai quand même dû faire un tri, parce que, pour le coup, j'ai eu aucune difficulté à choisir des instrus globalement, parce qu'en 1994, il y avait trop de tueries. Il y avait trop de sons que je kiffe. Il y avait du choix. Hein. Ah, il y a trop de choix. Attends, les prods menu à volonté. Menu à volonté, là, t'es servi. Vraiment, à gauche, à droite, que ce soit à l'est, à l'ouest. Même dans le sud, il y avait des trucs et tout. Même d'ailleurs aussi pour la petite anecdote, pareil, je voulais faire un son sur Funk the Fight de Dabrat. Et en vrai, j'avais enregistré un truc, mais on l'a pas gardé. Mais il y avait vraiment le choix. Et après, c'était plus en mode du feeling. C'est-à-dire que là, j'écoute un son. Ah, j'ai l'inspiration, vas-y, je gratte direct dessus. Après, j'écoute un autre son. Ah ouais, je gratte aussi, ça me donne une inspi, hop. Et en vrai, les choses se sont faites assez comme ça. Il n'y a pas eu énormément de calcul en fait sur cette mixtape. Ça s'est vraiment fait assez spontanément. Même s'il y a des moments, genre après c'est plus dans la tracklist, dans l'ordre des morceaux. Là ça a été un petit peu je voulais quand même, même si la mixtape, il y a beaucoup de freestyle, il y a beaucoup d'ego trip, je voulais quand même arriver à trouver une bonne balance pour ne pas que l'auditeur soit saoulé à entendre que ma voix, que en ego trip, ou quoi, parce que mine de rien, ça peut fatiguer. Il y a beaucoup d'intervenants aussi sur la mixtape et on pourra en parler. Ça donne des énergies différentes. Ça donne des énergies justement différentes et ça permet de souffler aussi. Mais en tout cas, dans le choix des prods, franchement, ça n'a pas été compliqué. Après, il y a quelques petites anecdotes aussi sur le choix de certaines prods. Par exemple, il y a la rappeuse Mamaraf, à qui je lâche une dédicace d'ailleurs, dédicace à toi, qui a posé sur... Déjà, elle apparaît 3 fois sur la mixtape. C'est elle qui apparaît le plus en dehors de moi. Et le morceau solo qu'elle a dans la mixtape, bon là je vais le dire aussi, c'est un son de Method Man aussi dans son premier album. Le son il s'appelle Get My Thing in Action. Get My Thing in Action. Et de base, elle devait pas poser sur ce morceau-là, sur cette prod. À la base, la prod que je lui avais proposée, il y avait 2 prods. Il y avait la prod de Microphone Kung Fu, donc le freestyle final, où là elle a posé dessus, et il y avait le son de Craig Mack, Flavor in Your Air. C'est cette prod là que je lui avais proposé de base. Et elle a été OP. Et finalement, elle m'a dit, en vrai, est-ce que t'as pas autre chose, tu vois? Et je lui ai dit, en vrai, il y a plein d'autres prods qu'on peut prendre de 94, tout ça. Et je lui ai fait écouter des trucs et tout. Je lui ai fait écouter le son de Lady of Rage Afropop. Enfin, de toute façon, elle connaît déjà ces morceaux-là, tu vois. Afropop Remix, qui est le son Fat Remix. Voilà, donc là, je donne encore des noms, voilà. Mais quand je lui ai fait écouter ça, elle dit, t'as pas un autre truc, genre, je sais pas, Wu-Tang, un peu de ça. Je réfléchissais et je me suis dit, bon,
on va retourner dans l'album de Method Man, même si on a déjà Bring the Pain, Release Your Delf, on va regarder ce qu'il y a encore dedans. Et on est tombé sur la prod du son I Get My Thing in Action. Ouais. Ça, c'est pour ceux qui connaissent l'album, parce que c'est pas un single, tu vois. Il y a un côté très vaudou dans cet album. Ouais, c'est... Cet album-là, Tikal, il est vraiment... Tu sens l'Haïti. Ouais. Tu sens l'Afrique ancestrale. Ouais, tu la sens vraiment. Et en même temps, tu sens la cave, tu vois. Tu sens la crasse, tu sens le côté street. Cet album-là, il est incroyable. Même si je suis pas fan de tous les sons. Mais bon, bref, là, c'est une parenthèse. Mais en tout cas, non, cet album-là, il a un vrai délire. Parce que même dans Brick de Pain, le refrain, au bout d'un monde, il y a vraiment le côté haïtien. Ouais, de ouf. J'ai repris ça aussi, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, Mama Raf, elle s'est retrouvée à poser sur cette prod-là. Ouais. Et la double anecdote, c'est que les autres morceaux, donc Flavor in Your Air, au final, ça s'est retrouvé à être un feat avec Radou. Ouais. Parce que je voulais vraiment poser sur cette prod qui, pour moi, est iconique de 94. Je pouvais pas passer à côté. Et le son de Lady of Rage, Afropop Remix. Ouais. J'ai fait le morceau Fat Remix. Oui. Et le morceau Fat, c'est un morceau de ma première mixtape de base. Et ce remix-là, il est né parce que de base, c'est un morceau qui n'était pas prévu. Ouais. Ce morceau-là, comment il est apparu, c'est que c'est à la suite de l'interlude de la Sono TV 94. Et en fait, il y a pas mal de choses en fait, qui sont liées, c'est ça qui est drôle en fait. C'est que donc l'interlude de la Sono 94, où on est, on fait crari, on est à Los Angeles pour mon anniversaire. Avec Death Row, tout ça. Avec Death Row. L'interlude, il est hosté par Shogun. Big up à lui. Shogun Taker. C'est ça, tu connais. Ouais. Et il y a aussi la Sista Siago qui est dedans. Dédicace à eux. Siago. C'est ça. Et du coup, à la fin de l'interlude, une fois qu'on a fini d'enregistrer le truc, Shogun il me dit faut qu'il y ait un son lourd qui arrive derrière. Et de base, c'était pas prévu, tu vois. Ouais. À la base, je voulais mettre dans ma vibe après, pour continuer sur le côté Los Angeles, parce que le son, l'instru dans ma vibe, c'est un son d'un artiste West Coast. Voilà, là, je le dis pas, vous chercherez. Et le truc, c'est que quand Shogun, il m'a dit, faudrait qu'il y ait un truc lourd qui s'enchaîne derrière. Ouais. En vrai, c'est resté dans ma tête et je me suis dit, mais en vrai, il n'a pas vraiment tort. Hein. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, bon, parce qu'on arrivait à la fin des enregistrements, en fait. Ouais. Parce que comment je me suis organisé, il y avait la partie écriture, la partie enregistrement, la partie mix et tout ça. Ouais. Et on arrivait à la fin de la partie enregistrement. Et je me suis dit, je pense que ça va être un peu technique d'écrire peut-être un nouveau son ou quoi. En tout cas, j'étais pas dans cette énergie-là, mais je me suis dit, peut-être qu'il y aurait un remix à faire à la rigueur, tu vois. Ouais. Et je me suis dit... je cherchais... Je sais plus exactement dans quelle ordre, si je me suis dit, je vais faire un remix de Fat, ou si je suis retombé sur la prod de Lady of Rage, et j'ai eu l'idée de reprendre Fat. Je sais plus dans quelle ordre ça s'est fait, mais en tout cas, c'est tombé comme ça, et c'était fluide de ouf. Et le truc, c'est que j'ai eu l'idée... pour dynamiser un peu le truc et faire vraiment en mode c'est un peu différent même si c'est c'est le même texte mais à quelques virgules près, il y a quelques phases qui changent. Et aussi j'ai eu l'idée que le son soit qu'il y ait des ambiances faites par Mama Raf. Et justement je l'avais appelé pour faire des ambiances, faire des adlibs, des backs, tout ça. Et le truc c'est qu'elle est venue au studio, elle écoutait le son quand j'enregistrais, elle a kiffé et finalement elle s'est mise à faire un couplet. Alors qu'à la base je lui avais proposé aussi cette prod là qu'elle a décliné, mais je l'ai rappelé pour faire des adlibs et finalement elle a tellement kiffé qu'elle s'est retrouvée à faire un couplet. Il y a plein d'anecdotes comme ça sur la mixtape et c'est lourd de ouf, tu vois. Ouais, en plus le pire c'est qu'on avait une question là-dessus. Mais bon, t'as déjà répondu à la question à l'avance. Désolé, là je suis trop parti. Non, y a pas de souci, t'inquiète. Et le choix des morceaux que t'as clippés. Mais même en comptant, tu vois, vraiment tout comme Flavor in Your Air et Bring the Pain. C'était une évidence pour toi ou il y a eu de l'hésitation?
Non, il n'y a pas eu d'hésitation parce que pour le coup, les vidéos verticales donc, que j'ai lâchées, pour l'instant c'est que sur Insta, mais je pense que je vais le mettre sur YouTube aussi. C'était un peu une stratégie, dans le sens où quand j'ai lâché le premier freestyle, qui est le freestyle Bring the Pain, en fait, j'avais pas annoncé qu'il y avait une nouvelle mixtape qui arrivait. Et justement, ça faisait partie de la stratégie parce que je voulais apporter de la nouveauté. Et en plus, ça correspondait à la période où je venais de fêter mon anniversaire, en fait. Je venais d'avoir mes 30 ans et j'étais en mode, ben vas-y, comme cadeau, je vous lâche ce freestyle-là. En plus, ça correspondait aussi au 30e anniversaire de l'album Tikal, qui est sorti en novembre 94. Et justement, le freestyle Bring the Pain, je l'ai lâché en novembre 94. Donc c'était vraiment... le timing était vraiment nickel à ce niveau-là. Mais tout ça, ça faisait partie d'une stratégie. Et comme je l'ai dit, j'ai le freestyle Bring the Pain, Unbelievable et Flavor in Your Air. Et j'avais ces 3 freestyles que j'avais l'idée justement de les lâcher les uns après les autres à 1 semaine d'intervalle. Pour justement remettre un peu d'activité. Et justement, bah, c'est ce qui s'est passé. Et à la suite de ça... Bah justement, ça a commencé à préparer les gens et même je faisais des stories et tout. Quel freestyle vous avez le plus préféré et tout. Pour voilà, préparer un peu le terrain et annoncer au mois de décembre que justement, bah, j'ai une nouvelle mixtape qui arrive. Tu vois, parce que bah, je voulais pas lâcher la mixtape comme ça, sans rien. Je voulais déjà sortir des trucs au préalable. Au moins ça. Et puis, une fois que la mixtape est sortie, le clip dans l'arène qui arrive juste derrière. Donc, c'était... là, pour le coup, c'était une stratégie, tu vois. C'est pour les grosses caisses, grosses chaînes, grosses fessées. C'est pour les grosses caisses, grosses chaînes, grosses fessées. C'est pour les grosses caisses, grosses chaînes, grosses fessées. C'est pour les grosses caisses, grosses chaînes, grosses fessées. Track 5. C'est un medley. C'est que le choix des phases B n'a pas été facile. Ou que tu as peut-être des morceaux qui n'ont pas été intégrés dans la mixtape. En fait, c'est peut-être un mix des deux. C'est-à-dire que quand je disais que il y avait trop de prods que je kiffais et que parmi ces prods qui étaient un peu mis sur le côté, il y avait quand même des prods iconiques. Comme Funk Da Fight. Que tu l'as dit. Funk Da Fight. Bon, elle n'est pas dans le medley, mais je l'ai calé dans un interlude. Mais par exemple, le son de Gangstar Mass Appeal, c'est un gros son de 1994. C'est un gros son et c'est l'un des sons les plus connus de Gangstar. Il est iconique. De ouf. Ou par exemple, Nas, It Hard to Tell, pareil, morceau iconique. Totalement. Et... Avec le gros téléphone. Avec le gros téléphone. Avec le bonnet, casquette, tout ça. Dinguerie. Et en fait, même plus que ces prods-là, c'est plus les artistes en tant que tels. Je voulais aussi leur rendre hommage parce que c'est des grosses années pour eux. Et le truc, c'est que je voulais pas faire, comme je disais, je voulais pas faire une mixtape de 40 titres ou tout, qui soit trop longue. Et comme j'avais quand même encore un certain nombre de prods où je voulais poser, j'étais un peu frustré. Je me suis dit, en vrai de vrai, on peut regrouper un peu le tout, on va faire un medley. En fait, on enchaîne les prods les unes après les autres, et je kick dessus, et ça permet de faire un petit hommage et tout. Pareil, tu vois, Warren G Regulate. C'est une prod iconique, et je me voyais pas passer à côté de ça, tu vois. Même s'il n'y a pas toutes les prods de 94 dans ma mixtape et tout, mais il y a quand même des prods. Quand tu penses à l'année 1994, il y a des évidences, tu vois. C'est vrai. Ce son-là, c'est quelque chose. Regulate, c'est clair. Oui. Et du coup, c'est... Très belle prod. Prod incroyable, morceau incroyable. Là, c'est toi qui dis ce qu'est la track 15, parce que les interludes, tu les as pas considérés comme des tracks 15, je crois. Comme des tracks, en gros. J'avoue. Parce que c'est exactement. Oui, ça, en fait. Tu as raison, tu as totalement raison. Moi, en fait, j'ai surtout retenu les prestations. Et du coup, directement, je mettais c'est quel track pour me repérer. Et c'est la track où tu poses sur un morceau Ragamuffin. Où tu fais comprendre que les mecs qui montent sur scène avec leur téléphone, qui connaissent pas leur texte, tout ça dégage. Ça
ça. Dégage. Interlude dehors. Voilà, ouais, dehors. C'est bien ça. Ceux qui font du playback, même ceux qui font du voice-over, ceux qui posent avec leur phone sur scène, tout ça, ça dégage. Déjà, cet interlude, c'est un délire. Mais dans le délire, on dit un truc qu'on pense vraiment, c'est que les gens, vous montez sur scène, respectez le public et respectez-vous aussi si vous vous considérez comme artiste. Arrêtez de poser sur des sons où on entend vos voix de A à Z. Arrêtez de venir de lire sur vos téléphones, ou même certains qui laissent le son de A à Z, leurs paroles, et ne rappent même pas, ne chantent pas, en gros font du playback. Arrêtez ces bêtises-là, parce que le voice-over, donc le fait de poser sur son propre son où il y a toutes les voix, et le playback, c'est un truc qui date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis très longtemps, même pour l'anecdote, au Source Awards 95, toute la performance de Bad Boy, ils font du voice-over. Ils rappent par-dessus les morceaux originaux. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours dérangé, parce que je trouve que c'est genre rester dans une sécurité. Dans le sens où, genre si tu oublies tes lyrics, il y a quand même le son derrière, tu peux te rattraper parce qu'il y a le son, ok. Ouais. Mais en fait, sur scène, quand tu passes sur scène, déjà c'est une prise de risque en fait. Et justement, pour moi, le b.a.-ba d'un artiste sur scène, c'est de connaître ses paroles. Oui, en effet. Ouais, moi je suis d'accord, parce que par exemple, on va prendre, quand je faisais du saxophone, il n'y a pas un autre saxophone qui va me rattraper. Quand je fais un concert, c'est pas possible. C'est simple. Et par exemple, toutes les personnes qui sont en mode instrument, déjà, on peut pas nous rattraper. Donc en gros, quand tu fais du rap, en vrai, la voix, c'est un instrument. Donc en fait, est-ce que tu te considères comme artiste ou pas? C'est ça. Bien sûr. En fait, le problème, c'est ça, c'est que c'est des trucs, le voice-over, le playback et tout, qui existent depuis très longtemps. Oui. Mais aujourd'hui, je trouve que là, ça prend une ampleur, mais vraiment énorme. Ah oui, par rapport à l'époque. C'est devenu le cahier des charges, carrément. C'est ça. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de scènes, d'artistes que je vois sur scène, qui laissent les voix sur le morceau. Ouais. Comme si, genre, ils avaient pas leurs instrus seuls. Ouais. Mais les gars, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes, encore plus qu'à une époque, qui sont en indépendant. Ça veut dire que vous n'avez pas l'excuse de « Ah, j'ai pas mes masters », ou quoi, c'est la maison de disques qui a tout, t'as pas l'instru. Bah oui. Non, on n'est pas dedans. Vous allez pas me faire croire ça, les gars. Bah oui. Et le truc, c'est que justement, pour moi, c'est encore plus inadmissible de laisser toutes ces voix sur l'instru. Je dis pas, pour moi, tu peux laisser à la rigueur quelques bacs, le refrain à la rigueur, tu vois. Mais tu laisses les couplets de A à Z, toutes les voix de A à Z. Et même quand t'écoutes, c'est pas agréable à l'écoute. Parce que tu vas poser par-dessus et tout, ça fait une double voix. Et pour moi, c'est plus cacophonique qu'autre chose, tu vois. Et je trouve que c'est pas correct. Et pareil, ceux qui font du playback, qui rappent pas ou qui chantent pas, moi je trouve ça complètement bidon, tu vois. Le seul cas à la rigueur où je peux tolérer le playback, et c'est vraiment un cas particulier, c'est les gens qui font une double prestation, c'est-à-dire prestation danse en même temps, tout ça, de danse également. Ouais, c'est chaud. Parce que c'est extrêmement chaud, tu vois. Ça prend beaucoup d'énergie. Ouais. Et je veux dire, des gens qui dansent vraiment, pas qui bougent un peu comme ça, mais vraiment qui font une vraie prestation de danse, je peux l'entendre. Ouais. Mais en dehors de ça, les gens arrêtez, quoi. Ouais. Et pareil pour ceux qui utilisent leur téléphone sur scène. Pour moi, c'est vraiment c'est complètement ridicule, parce que, encore une fois, la base de la base d'un artiste quand il monte sur scène, c'est de connaître ses paroles. Bien sûr. Et pour ça, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez prendre des sessions de répétition. Si vous n'avez pas de thunes pour prendre des studios de répétition, répétez chez vous. Ouais. Répète dans ta chambre. Le minimum. Ouais. Non, juste les gens, répétez, prenez le temps de répéter, d'apprendre vos lyrics par cœur.
Et si jamais vous vous foirez à un moment donné, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde d'oublier des paroles et tout. Mais c'est comme ça aussi qu'on apprend, tu vois. Un maître du HB qui taille comme un crayon. Donc fais pas mine pas connaître mes dessins derrière à crayon. C'est bien que je viens exploser le beat, lui éclater le beat. La prod n'est pas lourde, elle est en obésité morbide. Est-ce que tu prévois un Scorpion Tape volume 3? Tout simplement dans le même délire que le volume 2. Waouh, écoute, c'est tout à fait possible. Là, j'avoue que je me projette pas encore précisément sur quand je sortirai une nouvelle mixtape ou qu'est-ce que ce sera ou quoi. Mais en tout cas, la mixtape, c'est vraiment un truc que je kiffe de ouf. Et justement, c'est ça aussi que je voulais ramener, on va dire. C'est vraiment le côté authentique, on va dire, de la mixtape. Dans le sens où il y a un DJ ou une DJ. En l'occurrence, là, c'est DJ Lil Pop qui fait des transitions, qui fait des passe-passe à des moments, tu vois, qui scratch. Et pour moi, c'est ça aussi la mixtape. C'est aussi ambiancer la tape. Et aussi ce côté de rapper sur des phases B. C'est tout ce truc-là que je voulais ramener avec la Scorpion Tape volume 1 et la Scorpion Tape volume 2. Et si je peux en faire plusieurs encore, de toute façon, en vrai, moi j'ai beaucoup d'idées au niveau des mixtapes, ça c'est pas le problème. Donc c'est possible, mais juste on verra, comme on dit, wait and see. Affaire à suivre, clairement à suivre. Ce gars qui kick sec, 17, en moins de 17 secondes, les sons demandent à ma main Jim 7, 17, tu te prends et quoi que t'en disais, t'es en train de prendre du poids à mon blast, même en période de disette. Maintenant, que je t'explique, Scorp. Yep. Ouais, là, la mini Battle Royale qui est réservée qu'à toi. Il y aura 4 albums à chaque fois qui sera exposé par année. Ok. Et il faudrait que tu... Là, vu qu'il y en a 4, il faudrait que tu fasses 2 choix. D'accord, ok. Sur les 4. Et que tu dis pourquoi tu fais ces choix. Tu vois à peu près comment se passe la Battle Royale. Sauf que là c'est pas un point, mais tu dois choisir 2 albums sur 4. Ok, d'accord. Alors, 1991. Ok. Donc, tout d'abord, premier album de A Tribe Called Quest, Velo and Theory. Yes, ça c'était du lourd. Après, t'as un bug de la West Coast, un dénommé Ice Cube, Dev Certificate. Ouais. Voilà. Okay. Après, un groupe qui ont sorti un album à leur nom, Naughty by Nature. Yeah, Naughty by Nature, yes. Et après, Pete Rock, son album All South Out. Ouais, c'est le premier EP, ça, je crois. Ouais, avec CS Smooth. En effet, oui, c'est bien ça. Là, je suis obligé de prendre A Tribe Called Quest et Ice Cube. Yes, ok. Parce que ces 2 albums-là, incroyable. Même, c'était quand? C'était il y a quelques jours là. J'écoute encore du A Tribe Called Quest. Ouais. Et en vrai, je me faisais la réflexion parce qu'il y a souvent ce débat entre quel est le meilleur album de Tribe Called Quest entre The Law and Theory et Midnight Marauders. Ça serait bien d'avoir l'avis de Kwama sur ça. Ouais, je pense que son avis pourrait être très intéressant. Et j'avoue, parce que je réécoutais Midnight Marauders il y a 2-3 jours là. Ouais. En vrai de vrai, je pense que je préfère un chouïa Midnight Marauders, mais de Law and Theory. Attention, parce qu'il y a des morceaux. Des vraies patates. Ah ouais, bon déjà, scénario c'est même pas la peine. Scénario c'est même pas la peine. Ouais, bah ouais, couplet légendaire de Busta Rhymes en plus. C'est ça. Mais t'as des morceaux, bon forcément, Check the Rhyme. Dinguerie, la basse comment elle entre, tout ça. Ouais. Jazz we got the jazz, we got the jazz. Ce morceau-là, je me le suis pris surtout lors de mon premier voyage à New York. Ouais. Parce que j'ai écouté, je réécoutais l'album de Law and Theory de Tribe Called Quest. Je l'aurais écouté quand je suis parti à New York la première fois. Et je t'assure que la saveur, elle était différente. Et je me suis pris l'album x100, tu vois. C'est pour ça que,
En vrai de vrai, je m'étais dit, mais en fait, je préfère pas cet album à Midnight Marauders finalement. La question pouvait se poser, mais en vrai, non, quand même. Du coup, on passe à l'année 92. Ok. Alors, j'ai placé What, The Album de Redman, ouais. Daily Operator de Gangstar, Ok. Dead Serious de Das FX et Totally Crossed Out de Chris Cross. Attends, rappelle-moi, le deuxième, tu m'as dit, c'est Daily Operator Operator de Gangstar. Ouais. Déjà, Redman, sans hésitation. Redman, What the Album, sans hésitation, mais totalement. Ouais. Là, j'hésite entre Gangstar et Das FX. Ouais. Mais je pense que je vais prendre Das FX. Parce que, en fait, par rapport à ce qu'ils ont ramené, c'était chômé. Hein. Ce qu'ils ont ramené, c'est n'importe quoi. Ouais, bah tellement qu'il y a plein de rappeurs qui se sont mis à rapper comme Das FX, à avoir leur titre, les Diggity Daz, tout ça, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Et même l'attitude et tout. De ouf. L'attitude. Bomb, stickity bomb, bomb. C'est des trucs comme ça. Des sacrés toasters. De ouf. Ouais, non, je vais prendre ces deux albums-là. Et respect à Chris Cross aussi. Après, bon, voilà, c'est pas... Pas contre eux. C'est pas contre eux, hein, mais après, voilà, ils ont, commercialement parlant, ils ont tout explosé. Hein. Ils ont explosé les trois autres, mais si on parle de qualité intrinsèquement parlant, c'est pas le meilleur album, quoi. Alors, vas-y, on va aller sur l'année 93. Yes, I. Alors, Enter the Wu-Tang, 36 Chambers. Ok. Alors là, bah, du Wu-Tang, hein. Ouais. Après, il y a Enter the Stage de Black Moon. Ok. Après, il y a de Onyx, il y a le projet Bada Fuck Up. Bada Fuck Up. Et après, le projet de Snoop Doggy Dogg, Doggy Style. Hein. Bon, là, c'est là que ça devient compliqué. Là, faut que je me redresse. Non, en vrai, j'ai déjà mes réponses, mais c'est juste que j'aime trop ces 4 albums, en fait. Pour des... Chaque album a sa vibe. Je me suis buté aux 4 albums. Ouais. Mais... voilà, il faut en choisir 2. Je vais prendre Snoop. Doggy Style. Doggy Style, parce que, l'un des meilleurs albums de l'histoire du rap, tout simplement. C'est un album voilà, qui m'a marqué. Et vous savez, votre gars, je suis un gars du Queens, mais quand je suis pas dans le Queens, je suis à Staten Island. Je suis obligé de prendre mes gars du Wu-Tang. Non, Enter the Wu-Tang, 36 Chambers, obligé. Cet album-là, c'est pareil, une révolution. Ouais. Macabre. Sordide presque. Tu sens la cave et tu sens la rage des MC, tu vois. Tu sens que les gars, ils rappent leur trip. Ouais. Et pareil, quand ils sont arrivés, ça ressemblait à rien de ce qui se faisait quand tu compares les albums de l'époque, tu vois. Tu te dis, l'album, il est mixé ou c'est comment tu comprends pas. Je pense qu'ils ont fait l'entraînement de Mike Tyson. Non, ils étaient énervés. Ils étaient trop énervés. C'est trop. Ils ont mordu une oreille ou je sais pas moi. Et tu te dis, les gars, ils sont neufs, tu vois. Ils arrivent, ils sont neufs. Et... Ils sont tous la rage. Ouais, ils sont tous la rage. Bon, j'allais dire, c'est tous des tueurs. Non, c'est pas le cas, c'est pas tous des tueurs. Mais en tout cas, sur l'album, ils l'ont tous été. Hein. Même Mastakila, son couplet, il est incroyable dans Mystery of Chess Boxing. Pour moi, c'est le meilleur couplet qu'il ait jamais lâché. Mais pour moi aussi. C'est une dinguerie parce que c'est le tout premier couplet qu'il a lâché. Et pour moi, c'est incompréhensible. Ton premier couplet, c'était jamais censé être le meilleur. Mais ouais. Et lui, c'est le meilleur. Et je comprends pas. Après, Mastakila, je trouve qu'il était... Ses performances après, non, je suis pas dedans. Ouais. Et You God, qui est pareil, un MC décrié et tout, parce que voilà, beaucoup le considèrent comme un membre qui n'est pas bon dans le Wu-Tang. Clairement, il est dans le bas du panier si on est totalement honnête. Oui. Mais
le couplet et demi qu'il a dans l'album, parce que bon, sur Protect Your Neck, il fait un pont, je ne considère pas ça comme un couplet. Oui, c'est vrai. Mais dans The Mystery of Chessboxing, il a un vrai couplet et tout. Il a été très bon. Raw, I'm giving to you, avec sa voix là, quand il arrive. Incroyable, mais sinon, tous des tueurs. Sur cet album-là, il n'y a pas un flop. Ah ouais, totalement. Ils ont tous assuré de A à Z. Toutes les prestations sont exceptionnelles, clairement. Elles sont toutes magiques. De ouf. Mais respect en tout cas à Black Moon pour leur premier album et Onyx aussi. Ces albums-là, pareil, je les ai saignés. Des albums incroyables aussi. Ouais, bah ouais, puis en y pensant, là, j'attarde la chose, hein, désolé, mais Black Moon, il y a le morceau Who Got the Props. Who Got the Props, Who Got the Props. Pour FT, Evil Jim, Buckshot. Mais Buckshot, je trouve qu'on parle pas assez de l'influence que Buckshot a eu sur le rap. Mais quand Buckshot il est arrivé, tu le sens dans des manières de poser et tout. Même les punchs. Et les punchs, tu vois, comment il appuie sur des phrases, sur des moments, tu vois. Ou même des entrées, tu vois. Je pense au morceau Slave, quand tu vois, quand il arrive comme ça, il n'arrive pas à énerver. Ouais, bah ouais. Mais tu sens l'intensité du truc, tu vois, c'est incroyable. Et Buckshot, trop fort. Totalement. Trop fort. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, parce que ça me revient en tête, mais il y a l'une des toutes premières apparitions de Havoc de Mobb Deep. Il apparaît sur le dernier morceau de l'album. On passe à la prochaine année. Mon année de naissance. Voilà, ton année de naissance, 1994. Et là, je t'annonce que le choix risque d'être encore dur. Plus on va passer dans les années, plus ça risque d'être compliqué en matière de choix. Mais bon, on y va. Imagine. Ready to Die de Notorious B.I.G. a.k.a. Biggie Small. Illmatic de Nas. Murder Was the Case du label Death Row. Ah ouais, je m'attendais pas celui-là. Et No Mercy du groupe Da Youngsters. Oh, Da Youngsters, bien vu. Da Youngsters, groupe de ouf. Ouais. De ouf aussi. Je vois, tu réfléchis. Hein. Non, en vrai, je fais genre, mais j'ai quand même mes réponses. Pour moi, ça s'arrêtait. Non, je veux pas dire ça s'arrêtait parce que ce serait un manque de respect aux deux autres, mais après, les deux premières réponses sont... En fait, je crois que c'est new-yorkais, là. C'est New York à fond. Ouais, là, c'est New York total. Là, Biggie, Ready to Die et Nas Illmatic, qui sont pour moi deux des meilleurs albums jamais faits dans le rap. Et en fait, que dire? Déjà, Illmatic est dans mon top 3. Ouais. Déjà, ça, il n'y a pas de... Voilà, c'est dans mon top 3. Ready to Die n'est pas dans mon top 3, mais probablement dans mon top 10. Ouais. Très probablement. Et... classique parmi les classiques, ces albums. Hein. Ouais. Je sais même pas si j'ai vraiment besoin d'argumenter, parce que je pense que les gens sont conscients de la puissance et de l'impact de ces albums-là. Totalement. Ouais. Dans 100 ans, on en parlera encore. Ouais. On sera même plus lent. Je pense mais ça en parlera encore. Et oui. Clairement, ces albums-là... Ouais, tu peux rien dire, quoi. Biggie... ouais, mis à part. Et d'ailleurs, quand même, quand tu prends l'album de Biggie, Ready to Die, parce que il y a un peu ce truc de Bad Boy, ils ont la formule commerciale et tout, et tu l'entends sur les singles. L'album, il est brossant. Mais tu retires les singles, l'album, il est sombre de malade. Bah oui, l'album, il est brossant. C'est ça. Ouais, même Machine Gun Funk, t'as l'impression que c'est un morceau qui passe dans une soirée coup de couteau. De ouf. Ouais. So you wanna be hardcore. Oui. Non, incroyable. Et... quelle sombritude. Sombre de ouf. Et puis Nas Illmatic, c'est l'exemple. Ouais, totalement. C'est l'exemple. Pour moi, tu vois, ça fait vraiment partie de ces albums où s'il y a une personne qui veut savoir ce que c'est que le rap, qui n'a jamais vraiment écouté, Illmatic. Oui, totalement. Totalement. C'est des albums en plus. Ces deux albums ont un truc en commun qui, moi, me fait kiffer. Un feat. Officiellement, oui. Ouais, officiellement, tu vois, c'est vrai, il faut dire ce qui est officiellement. Mais ce seul feat, boucherie totale. Qui a gagné sur The What entre Biggie et Method Man?
Moi, je préfère la partie de Method Man. Okay. Après, t'as vu, c'est une question de point de vue. Je préfère la partie de Method Man. Method Man, il est vraiment venu comme un number one contender. Il est vraiment venu pour faire comprendre que lui aussi, il est là, il faut compter pour lui. Il était super fâché. Je te rejoins. Et j'ai longtemps hésité entre les deux, hein, parce que Biggie, ce qu'il fait aussi... C'est chambé. C'est chaud. En plus, c'était même pas... alors, je sais plus si ça concerne le premier couplet ou le deuxième ou les deux de Biggie. Mais à la base, c'est pas la version finale qu'on entend, c'est pas le premier qu'il a enregistré. Et je crois que ça peut se trouver sur YouTube. J'avais entendu une première version du couplet de Biggie de Watt. Et c'était une version différente. Comme quoi, il a réécrit. C'est de la triche. Ah, après, quand t'as un gars, il est trop chaud. Des ajustements. Ouais, faut qu'il accepte. Non, pour moi, après, il y a deux manières de voir les choses. Il y a la manière du challenger où... Ok, on se bagarre sur la même prod et chacun pose son couplet et c'est celui qui a posé le meilleur couplet. Voilà, il l'emporte et c'est tout. Ouais. Et il y a la version plus artistique où le but au final c'est d'avoir le meilleur son possible. Même si, voilà, on se tape sur le son amicalement entre guillemets. Mais au final, le but c'est quand même d'arriver à sortir le meilleur son possible. Donc moi je suis pas contre le fait de tu réécris ton couplet parce que l'autre ce qu'il a fait c'est hyper fort. Parce que quand on est dans une démarche de faire un morceau, un album, pour moi c'est le résultat final qui compte, c'est comment le son il sonne. Si on est dans un clash, c'est différent. Si on est l'un contre l'autre vraiment ou quoi, ou en battle, là oui, le gars il avait un meilleur couplet que le tien, c'est tout. Tu vas pas recommencer, c'est fini. Mais en termes de morceaux, le but pour moi c'est d'amener le truc le plus loin possible. Donc voilà. Vas-y, hein, années 95. Alors, il y a un album d'un groupe, The Infamous, Mobb Deep. Voilà. Je pense que vous connaissez. Après, Only Built for Cuban Links de Raekwon the Chief. Et ouais. Après là, il y a mon gars, Big L. Lifestyles of the Poor and Dangerous. Ah non, lui, c'est mon gars, lui. Voilà, lui, c'est mon gars, tu vois. Ouais, Big L, c'est mon gars. Big L. Et après... Bah ouais, non, lui, c'est mon gars. Et après, t'as Do or Die de AZ. Tout ça. Ace. Yes. Ah, c'est dur. Ouais, là, c'est chaud. Ouais, franchement, là, il y a une liste dangereuse. Hein. 95, c'est passé quoi? Moi, j'ai déjà ma réponse. Hein. Ouais. Parce que comme je vous ai dit, soit je suis dans le Queens, soit je suis à Staten Island. Donc techniquement, vous savez quelle réponse j'ai, tu vois. Non, il y a un, je savais déjà, tu vois. Je savais déjà. Maintenant, c'est qui l'accompagne. Après, respect à Brooklyn et Harlem. Hein. Respect de ouf. Mais là... Harlem Uptown. Vas-y, continue, désolé. De Mobb Deep. Ouais. Je sais pas quoi dire. The Infamous de Mobb Deep. Sachez que quand je suis venu avant de faire cette émission, j'écoutais encore des sons de The Infamous, notamment Temperatures Rising. Mais quel morceau dansant incroyable. Quelle magie, majestueux, c'est magnifique. Incroyable. C'est trop beau. C'est incroyable. En plus, j'ai eu la chance de les rencontrer là, il y a pas longtemps là, de rencontrer en backstage et tout ça. Backstage, en Allemagne, à Munich, histoire de ouf, tu vois. D'ailleurs, grosse dédicace à DJ Lil Pop. Avec qui je suis parti là-bas. Tu t'as mis super bien. Incroyable. Vraiment, vivre le concert de l'intérieur et tout. Check Big Noid surtout. Voir les deux, Havoc, Big Noid, même DJ LES. D'ailleurs, DJ LES qui est un producteur de ouf, hein, dont on parle pas assez. Mais c'est notamment lui qui a produit Live the Beach de Nas dans Illmatic. Voilà, je suis obligé de choisir The Infamous. Et Raekwon de Chef, Only Built for Cuban Links. Et pour moi, cet album est potentiellement, et je pense, meilleur que le premier album du Wu-Tang. Pour moi, c'est un Enter de Wu-Tang 2.0. Ok. Voilà, c'est ces deux albums que je choisis. Après, si je dois faire un petit commentaire sur les deux autres, Big L, c'est celui que je considère comme le rappeur le plus fort que j'ai entendu de ma vie, jusqu'aujourd'hui. Ça peut s'entendre. En termes de skills intrinsèquement, rapologiquement,
pour moi, c'est Big L qui a la couronne. Ça peut fortement s'entendre. Même si mon rappeur préféré ever, c'est Nas. Et Nas, si on prend en compte la longévité, les albums et tout, je mets Nas devant. Mais vraiment, si tu ramènes les deux dans un cypher, dans un battle, je prends Big L. Clairement. C'est pour ça que je dis vraiment strictement rapologiquement, pour moi, Big L, il n'y a pas eu mieux, tu vois. On va dire que c'est deux exercices différents. Mais parce que Big L, il avait, au niveau du rap, il avait tout. Il avait le flow, il avait la technique, il avait les punchlines, des punchlines de malade, il avait les lyrics. Jay-Z, on a subi les conséquences. Il a subi fort. Il s'est fait éteindre. Le freestyle en 95 là qu'ils font chez Stretch and Bobbito, Jay-Z n'a pas vu le jour et j'en ai rien à faire de ce que vous pensez. Vous pouvez venir me DM, venir me voir, on débat si vous voulez. Pour moi, il y a même pas de débat en vrai. Jay-Z s'est fait torcher du début à la fin. Non, Big L, ce qu'il a fait, quand il arrive, c'est méchant, c'est méchant. C'est incroyable. T'oublies ce que Jay-Z fait par la suite. Il y a même une version, si vous regardez sur YouTube, il y en a un, il s'est amusé à faire à poster le freestyle sans les parties de Jay-Z. Il n'y a que Big L. Manque de respect suprême. Non, c'était trop méchant, mais ça a abusé. Big L, c'est trop. Mais par contre, pourquoi j'ai pas pris Big L, c'est parce que pour moi, l'album, il pêche par les instrus. Les instrus, en fait, quand tu remets le contexte en 1995, là où on en est en termes de production et ce qui sort, l'album de Big L, il sonne daté de moins 2 ou 3 ans en fait. Pour moi, c'est un album qui aurait pu sortir en 92-93, max. Et là, il aurait été dans l'air du temps. Et quand je dis 93, c'est pas fin 93, c'est première moitié 93, admettons. Mais 92, première moitié 93. Mais en termes de prod, à part Put It On, qui, les autres prods, malheureusement, et pourtant, c'est pas n'importe qui fait les prods, hein, tu vois, mais c'est comme si, j'ai vraiment l'impression que c'est des prods qui datent de 92 à peu près, tu vois. Et je sais pas s'ils ont eu une galère, le temps des signatures en maison de disques ou d'autres qui ont fait que l'album il a été repoussé, je sais pas, tu vois, j'ai pas regardé à ce niveau-là. Ou peut-être les choix. Mais pour moi, cet album-là, malheureusement, en termes d'instru, il sonne daté. Mais je t'assure que tu donnes les meilleurs prods de l'époque à Big L à ce moment-là, il te fait un classique, mais plus. Parce que rapologiquement, il n'y a rien à dire, tu vois. Donc c'est pour ça que je peux pas prendre l'album de Big L, mais rapologiquement, c'est trop. Et Easy, Do or Die. Give me yours. Just give me... Non. C'est la magie. C'est la magie. Give me what you can get back. Non, incroyable. C'est la magie. Cet album-là, il est incroyable. Là, par contre, en termes c'est un album de ouf. Easy, si quelqu'un me le met dans un top 20, c'est pas du tout déconnant pour moi. Je peux l'entendre totalement. Et c'est peut-être le cas. Après, je sais pas, j'ai pas fait de top 20, mais en tout cas, ça pourrait s'entendre. Alors, vas-y. Alors, pour 97, il y a V-Firm du groupe. Enfin, ils sont pas en groupe, mais t'as capté. Oui, c'est collectif, quoi. Voilà, collectif. Nas, Easy, Nature et Foxy Brown. Après, il y a The War Report de Capone et Noega. Après, il y a Life After Death. On a déjà parlé de ce gars. Obligé d'en reparler, hein. Voilà. Et après, Missy Elliott qui nous sort Super Fly. Ok. C'est bien, contrairement à nous, il a bien dit Capone. Ça, j'ai trop regardé le parrain. Bon, en vrai, je veux dire, je choisis War Report et Life After Death. Je suis obligé. Je pensais faire un suspense de toute façon, mais en fait, War Report, pour moi, c'est top 5. Top 5 meilleur album ever. Ok. Cet album-là, pareil, comme je dis encore, je suis un gars du Queens. Mais c'est trop. Les prods, les sons, les feats, cet album-là, c'est trop. C'est trop, c'est une dinguerie. C'est vrai. C'est une dinguerie.
épaulé par Tragedy Kadhafi aussi, leur grand. Cet album-là, c'est dingue. Et pourtant, tu vois, ce qui est marrant avec cet album, c'est que Capone, donc l'un des membres de Capone et Noreaga, il y a quand même un certain nombre de tracks où il n'est pas présent parce que il avait des démêlés avec la justice et il est parti en tôle à un moment. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est absent sur une bonne partie de l'album. Mais malgré ça, t'as quand même Noreaga, Tragedy Kadhafi qui rattrape ça avec les featuring. Oui. Et pourtant, Noreaga, il est beaucoup décrié parce que c'est pas un lyriciste. Noreaga, c'est pas en termes de lyrics, il est pas très bon, voire pas bon. Mais il arrive quand même à avoir des phrases marquantes, même si c'est pas des phrases de ouf. Ouais. Mais c'est parce que c'est des phrases provocatrices. Ouais, il a ça, tu vois. Mais c'est là aussi où tu vois que c'est pas juste les lyrics qui font un bon rappeur. C'est un tout. Ouais. C'est un package complet. C'est-à-dire le flow, la voix, la prestance, la technicité, le delivery, comment tu poses, tout ça. Et les lyrics, certes, mais c'est un tout. Et le truc, c'est que tu retires l'aspect lyrics de Noreaga, parce qu'en vrai, il est pas très bon lyricalement. Ouais. Mais il a tout le reste, en fait. Il a tout le reste, qui fait que quand tu écoutes Noreaga, et même tu prends le cas d'une personne qui comprend pas l'anglais, moi, avant que je comprenne vraiment l'anglais, quand j'entendais des couplets de Noreaga, je kiffais de ouf. Ouais. Et pour moi, je préfère Noreaga à Capone, alors que Capone est clairement meilleur lyricalement parlant. Oui. Mais Noreaga, c'est trop. Puis voilà. Les prods, encore une fois, non, c'est trop. Les prods, c'est abusé. Cet album, en fait, il m'a traumatisé. Clairement, il m'a traumatisé. Ça se sent. Non, c'est quasi tous les sons, hein. Presque la totalité des sons, bastos. Ensuite, Life After Death. Je pense, j'ai pas écouté tous les doubles albums de rap qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui, mais je pense clairement que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Il est certifié classique. Certifié classique plus, hein. Disque de diamant, commercialement parlant, déjà c'est beaucoup. Mais juste en termes de qualité, album de malade. Ouais. Et ce que je kiffe vraiment avec cet album-là, c'est que tu sens que Biggie, il est totalement dans sa maîtrise du rap. Là où tu vois, quand tu prends Ready to Die, le gars, souvent il rappe énervé, tu vois. Tu sens, il rappe avec une intensité, sauf dans les singles plus posés comme Juicy. Et encore Juicy quand même, on sent quand même une certaine intensité. C'est surtout One More Chance où il est peinard. Ouais, One More Chance ou même Big Papa, tu vois, où tu sens qu'il est plus posé. Ouais. Mais dans les autres morceaux, souvent, tu sens que... tu vois. Et dans Life After Death, il n'a pas besoin de ça. Ouais. Alors que... il kick de ouf. Mais il est tellement en pleine maîtrise de son truc que c'est trop facile, en fait. Et ça, je kiffe de ouf. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je sais pas encore quel album je préfère entre Ready to Die et Life After Death, tu vois. Je suis dans un questionnement. Et Missy Elliott, Supa Duper Fly, album absolument incroyable, qui sort de tout ce qui se fait surtout à cette époque-là. À cette époque-là, je veux dire, ouais, exactement. Timbaland à la production, et la connexion Missy-Timbaland, incroyable. Ouais, fusionnel. T'écoutes un morceau comme The Rain, il n'y a pas d'équivalent en fait. C'est un morceau extraterrestre, tu vois. Ouais, et ça fonctionne de malade. Totalement. Oui. C'est un truc de ouf. Mais ouais, non, cet album-là, il m'a trop marqué. Il m'a trop marqué cet album. C'est vraiment l'originalité. Ouais. C'est vraiment l'originalité dans les prods, dans les clips, dans les clips, les visuels, des clips incroyables. La visualité, l'originalité, pardon, dans les flows, dans comment Missy elle pose. Parce que Missy, elle rappe et elle chante, très forte dans les deux. Ouais. Et tu sens qu'elle s'amuse complètement sur tout l'album. Elle peut faire ce qu'elle veut en fait. Et tu le sens parce que t'as des prods, elles sont très différentes de tout ce qu'ils peuvent se faire à côté, tu vois. Et Missy, elle est totalement dedans, tu vois. Elle est comme un poisson dans l'eau, tu vois. Ouais. Et que ce soit
Hit Them With The E, The Rain, Suck It To Me, ou des sons comme Best Friend avec Alia, ou même le duo avec Ginuwine. Tu vois, elle est totalement à l'aise, Missy. Artiste de ouf. Donc, album de ouf aussi. J'aurais voulu le prendre, mais je peux pas. C'est compliqué quand il n'y a que des merveilles. Ouais, de ouf. On passe à l'année 1998. Et là, je pense que tu vas être surpris. Ok. Alors, dans l'année 1998, on a quelques gouttes suffisent d'Arsenic. Oh. Ok. Opéra Puccino, D'Oxmo Puccino. Rap français. Si Dieu veut, de la Funky Family. Ouais. Et Bustaflex de Bustaflex. Oh là, tu m'as eu là. Là, j'avoue, je m'attendais pas au rap français. Déjà que des classiques. Ouais. Déjà à dire 1998. Ceux qui savent que c'est la plus belle année en rap français. En termes de sortie d'albums, trop de classiques. Faudrait que je me la fasse un jour. Continue, désolé. Ouais, non mais incroyable. Donc on a quelques gouttes suffisent. Opéra Puccino, Si Dieu veut et Bustaflex. Ouais. Bon. Parce que c'est mon rappeur français préféré et qui m'a le plus donné envie de rapper, Bustaflex. Bustaflex. Et c'est même mon album de rap français préféré pour l'anecdote. Réellement, cet album-là, je pense que je le connais à 98% par cœur. C'est-à-dire, tu mets l'album, je peux te rapper quasi tout l'album de A à Z, en fait. Tellement tu te l'es mangé. Ouais, trop. De l'intro jusqu'à l'outro. Cet album-là... avec un producteur exécutif Cool Chain. Je veux dire, cet album c'est trop. Cet album c'est trop. Je fais mon job à plein temps. Le feat avec Zoxy 1 pour la basse. Pourquoi Majeur. Le freestyle final là, freestyle session avec Kentem et Zoxy. C'est trop. C'est vraiment, pour moi, c'est en 98 là, on a la crème de la crème, tu vois. Non, cet album-là, pareil, ça fait partie des albums que je connais depuis tout petit parce que mes grands frères, pareil, ils ont écouté Bustaflex en temps et en heure. Oui. Au moment de la sortie de cet album. Et le CD, il a tourné. Et du coup, pareil, c'est un album que je connais depuis que je suis petit. Donc, il y a celui-là et je suis obligé de prendre le poison. Arsenic. Quelques gouttes suffisent parce que, pareil, cet album-là, c'est un album qui m'a traumatisé aussi. C'est un album qui a façonné une partie de mon rap aussi, mais vraiment, au niveau de la technicité, de comment tu peux faire tes rimes, de comment tu peux découper tes rimes, comment tu peux découper tes mots pour faire rimer un autre mot avec une partie d'un mot, tu vois, ce genre de truc, de comment tu peux faire des allitérations, des assonances et tout. Je sais pas, non. Je deal mes crimes au kilo, coupé sur le bloc, choc au style comme un Glock au stylo, distille avec stylo micro, la rage dans les blocs. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? J'évite le non-sens comme un virus. Superstar dans le ghetto comme à la roulette russe. Les taux se resserrent, l'État met le veto. Les jeunes se mettent au rap très tôt. Ils frappent la résistance et prêtent au micro deviennent MC à métaux. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. C'est dur d'aller chercher ça. C'est très dur. C'est trop. Arsenic, c'était trop. Arsenic, c'était vraiment trop. Mais j'aurais pu prendre aussi Opéra Puccino d'Oxmo parce que, pareil, au niveau des lyrics, des textes à thème. Ouais. Comment à 23 ans tu fais un album comme ça en fait? C'est une dinguerie quand tu vois le gars. Il était super jeune. Et d'ailleurs, de toute façon, dans les années 90, il y a beaucoup d'artistes jeunes qui sortaient leur premier projet, mais vraiment, le niveau d'écriture, il y a des gens de 40 ans, ils n'ont pas ce niveau-là. Ouais. Et lui, à 23 ans, il avait ça. Ouais, c'est pas la même époque, hein.
Comment 23 Franchement, c'est pas la même époque. Non, hein, non, tu mais vois, je pense que t'as un autre truc. Je pense même par rapport aux cours, comment l'amour de la lecture, l'amour même, t'avais plein de trucs, tu vois. Je pense que c'est ça. Tu regardes l'élocution des gens des années 70, 80. Ouais. Tu vois, c'était déjà différent par rapport à maintenant. Ça veut dire que eux, ils avaient des parents comme ça, qui étaient dans ce délire. Donc tu grandis dans les années 90. Ouais. Vas-y, tu vois, t'as 20 ans. En vrai, t'écris comme ça. Hein. En plus, en utilisant des termes de la rue et des termes sophistiqués, tu vois, c'est bien. Franchement, c'est bien, on peut que kiffer. Et si je veux de la Funky Family, pareil, album qui m'a tabassé. C'est un album que j'ai saigné de ouf. Les prods de Pawn, c'est trop. L'album de Si Dieu veut, les prods, elles sonnent quasi aussi bien que des prods Kerry en fait. Vraiment comment ça sonne, c'est abusé. C'est abusé. Laura Luciano et Sat, c'est le sommet, tu vois. Dans leur rap, dans ce qu'ils ont amené, c'est trop. Et puis voilà, Gel au scratch et tout, qui fait le travail. Incroyable. Alors là, Bone Thugs and Harmony, ils ont sorti un projet East 99. Ça c'était dangereux. Okay. Après, Atlanta, Stankonia, Outkast, Azier, Scarface, l'album The Fix. Et après, Carter Tous, un mec de Nouvelle-Orléans. Ouais. Lil Wayne. Ouais, voilà, ouais. Là, on n'est pas en année. Là, on n'est pas en année parce que t'en as deux de 2002, un de 95. Ouais. Stankonia, je suis pas sûr, je crois que c'est 98, mais je suis pas sûr. Stankonia, c'est Je crois 98-2002, un truc comme ça. Stankonia, c'est. Il y a Mix Jackson, si je me trompe pas. C'est 2000 alors. 2000. Ouais. Non, je vais prendre. Déjà, je vais prendre Bone Thugs. Voilà, c'est encore de l'Ice Coast. De toute façon, Bone Thugs, c'est trop fort. Ouais. Trop fort. Bone Thugs and Harmony, ça veut tout dire. Tu vois, les gars, ils arrivent avec des flows de ouf. Flow super rapide, maîtrisé et avec une harmonie de malade. Ouais. Et l'album qu'ils ont sorti là, c'est pas leur premier projet. D'ailleurs, c'est même pas leur premier album. Non. Parce qu'ils ont sorti un album en local que personne n'a écouté. Ouais, si, ça devait être 93, 94. Ouais, c'est en 93. En 94, ils sortent leur premier EP, tu vois. C'est là où ils commencent à briller et après ils enchaînent avec l'album derrière qui est très fort, tu vois. Donc ouais. Après Outkast, Stankonia, j'avoue, moi j'ai pas écouté cet album, en tout cas pas encore, parce que Outkast de base, c'est pas un groupe qui m'a touché, tu vois. Pour l'instant, je suis qu'aux 2 premiers albums d'Outkast. J'ai fait l'effort, tu vois, je fais l'effort. Etillian. Il y a Etillian et le premier, le nom à rallonge, là, Southern Playalistic Cardiac Music. Et je me suis pris. Ouais. Je me suis pris, ok. Mais pour la suite, j'attends de voir. C'est vrai qu'au début, Outkast, quand j'entendais, j'étais pas très fan. Donc, à voir, on verra. Ok. Lil Wayne, Carter 2. Alors, Carter 2, c'est marrant parce que je l'ai pas écouté de moi-même, en vrai. Mais il y a des sons... Enfin, le truc, il a tellement tourné qu'il y a des sons à gauche, à droite que j'entendais. Ouais. Et du coup, voilà, le projet, globalement, je le connais. Mais le truc, c'est que j'ai jamais été fan de Lil Wayne. Donc... Ah ouais, ok. Ah vas-y, c'est qui okay. Ça veut dire, c'est qui tes deux albums? Bah du coup, je me rabats sur Scarface de Fix. Mais après, cet album-là, c'est un vrai album. Hein. Mais... C'est un missile. Voilà, c'est lourd. C'est lourd. Scarface, de toute manière, c'est un... Scarface, c'est quelqu'un. Ah, c'est un tapeur. Scarface, c'est vraiment quelqu'un. La voix, la prestance, tu vois, quand il arrive sur un morceau, qu'est-ce que tu veux faire? Non, Scarface, c'est quelqu'un. Ouais, totalement. Mais voilà. Mais ouais, désolé pour les fans de Outkast, de Lil Wayne. Après, Outkast, je dis pas que je ne suis plus... Enfin, que je suis pas du tout dedans. Mais en tout cas, je suis pas encore à Stankonia. Et pour Lil Wayne, j'avoue que c'est pas mon rappeur préféré, tu vois. Ouais, c'est l'ego et les couleurs. Hein. Bah oui, totalement. Il y a même pas de souci pour ça. Il y a même pas de souci pour ça. Et du coup, on en arrive au dernier. Et le dernier, c'est pas une année non plus. Ok. C'est pas une année non plus.
C'est plusieurs albums et en te disant les titres, tu vas capter directement. Scorpion de EVE, Dirty Harriet de Radiga, Bella Mafia de Lil Kim et All Money Is Legal de Amil, ou on peut dire simplement d'Amil. Ok, ouais, bon, déjà, je vais pas prendre Amil parce que j'ai jamais kiffé cette rap. Je le sentais. Franchement, je le sentais. Je veux pas être méchant, mais Amil, ouais, non. Mets-toi sur le côté, tu n'es pas avec lui. Oh, you don't like me? Après, en vrai, j'ai un problème avec Lil Kim, tu vois. Rappeuse de ouf, hein. Oui. Vraiment rappeuse de ouf. Mais voilà, tu vois, le côté beach, tout ça, moi j'ai jamais trop été dedans, tu vois. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Ouais. J'avoue, je voulais prendre l'album de Remy Ma, mais c'est trop... Oh, le titre, il est trop long. Le titre, il est trop long. Mais après, Lil Kim, elle a sorti des vrais morceaux, des vrais sons et tout, et respect à elle. Hein. Et c'est le blueprint de... Enfin, en tout cas, l'un des gros blueprints de beaucoup de rappeuses qu'on a aujourd'hui. Même si certaines ne veulent pas le reconnaître, mais on le sait. Ouais. Parce qu'en plus, elle a deux classiques, si je me trompe pas. Il y en a un à coup sûr, celui de l'année où elle s'est retrouvée en prison, il a été certifié classique. Ouais, The Naked Truth, ouais. Et je pense son premier album Hardcore, oui, qui est vu comme un classique aussi. Après, on l'attribue à Biggie. Bah, normal, il a écrit les textes. Ouais. Mais après, c'est elle qui a interprété les trucs. Ouais, elle a très bien interprété. Mais je pense que là-dessus, je vais prendre Scorpion de EVE. Ouais. En plus, Scorpion comme moi. Et si je dis pas de bêtises, je crois que EVE est née également le même jour que moi. Ah, peut-être, hein. Je crois qu'elle est née le 10 novembre. Peut-être, hein, peut-être. À revérifier, mais je crois qu'elle est née le 10 novembre aussi, tu vois. Donc, non, EVE, ma go sûre. Trop forte. Ouais, trop forte. En effet. C'était ça, ouais, en effet, sacrée rappeuse. Des morceaux comme Who's That Girl. Ce son-là, quand il est sorti, je me souviens, j'étais petit, tu vois, le clip il tournait de ouf. Le son il tournait de ouf. Et prod de malade, l'attitude dans le clip, tout ça. Non, incroyable. Ouais. Incroyable. Et il y a d'autres morceaux, tu vois. Let Me Blow Your Mind, l'autre single. Ouais. Ce morceau-là, qu'est-ce que tu veux? Imparable. Imparable. Ouais. Et ouais, non, il y en a d'autres dans l'album, hein, tu vois, le son avec Dragon, pareil, qui a tourné Got What You Need. Pareil, il n'y a pas eu de clip pour ce son, je crois, mais le son, il a tourné de ouf. Morceau de ouf. Ouais. Mais ouais, non, enfin bref, cet album, c'est une tuerie. Et l'album de Radiga, Dirty Harriet, c'est trop. C'est ta préférée si je me trompe pas. Ouais, c'est ma... On va dire officiellement, c'est ma rappeuse préférée. Ouais. Parce que j'ai deux réponses à ça, mais... Il y en a une qui a pas eu de carrière, donc c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Il y en a une qui s'appelle Lin Q, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelle X-Clan. Et le truc, c'est que... C'est celle qui a sorti le morceau Lilith Fall. Exactement. Oh là là là. T'as tout compris. I let it fall on ouais. I let it fall. Comment elle rappe dessus, c'est trop. Oh là 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 là. Quand j'ai écouté ça... Elle a exterminé la prod. C'est trop. Ouais. C'est, traumatisme. Bah ouais. Quand j'ai écouté ça, traumatisme. J'ai fait, mais c'est quoi ça? Qui rappe comme ça? Le flow, comment... Non, c'est trop. C'est abusé. C'est abusé. C'est abusé. Mais comme elle a pas eu de carrière, je peux pas... C'est compliqué, tu vois. Ouais. Donc, on va va dire... Si t'aimes bien, après t'aimes bien. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'ai deux réponses, tu vois. Ouais. Officieusement, c'est elle, mais officiellement, en tout cas, parmi celles qui ont on va dire, un peu plus de carrière, parce que, bon, voilà. Ouais. Je vais dire Radiga. Mais vraiment, là, si on reparle des albums, du coup, Dirty Harriet, j'avais dit un jour, après, je sais pas si c'était le cas, parce que des fois, tu t'enflammes un peu. Ouais. J'avais dit top 15 des meilleurs albums jamais sortis en rap. Et je sais pas parce que j'ai pas encore fait mon classement en top 15, donc à voir si je me suis pas trop emporté. Ouais. Mais en tout cas, c'est clairement un album que je mets dans le haut du panier parce que c'est trop, tu vois. Ça, pour moi, c'est un album no skip. C'est-à-dire, je zappe rien. Ouais.
tout tue. Il n'y a pas un morceau qui est bof pour moi ou pas terrible. Tous les morceaux, ils tuent. Ouais. Et non, Radiga, ça rappe trop bien. Les prods, elles tuent. Ouais. Les featuring, ils tuent. C'est... Non, trop d'attitude, trop... Non, Qu'est-ce que tu peux dire, en fait? Non, cet album, c'est trop. Ouais. C'est trop. Donc, je pars sur Dirty Harriet de Radiga et Scorpion de EVE. Ok. De beaux choix, de très beaux choix. Là, de très beaux choix. Bah, belle sélection aussi, hein. Oui, aussi, ouais. Oui, on a fait de notre mieux. Ouais. On a fait de notre mieux. Big up. Ouais, bah merci beaucoup. Hein. En tout cas, merci à toi. Hein. Merci à toi vous. de... Ouais, bah oui. Merci beaucoup pour l'invitation, pour m'avoir permis de m'exprimer aussi comme ça, parce que c'est des discussions de passionnés. On parle de passion, on parle de hip-hop, de rap, de nos influences, de ce qu'on fait. Ouais. Et c'est vrai que des fois, tu sais, on est tellement passionné, on peut parler pendant des heures de ce qu'on aime, tu vois. Et des fois, c'est pas évident quand t'as une capsule qui est courte ou quoi. Après, voilà, c'est aussi ça le jeu, tu vois. Ouais. En fonction des formats, des timings et tout. C'est des fois, voilà, quand tu dois être court, concis, tout ça, faut jouer le jeu aussi. Ouais, c'est vrai. Et c'est bien aussi, tu vois, c'est très bien aussi. Ouais. Mais c'est bien de pouvoir aussi prendre le temps de bien parler. Ça permet aussi aux gens de voir un peu plus qui on est, peut-être déjà en tant qu'artiste, même un peu plus qui on est en tant qu'être humain. Oui. Et pourquoi on fait ça et ce qu'on aime, tu vois. Donc vraiment big up et merci. C'est normal, c'est tout à fait normal. T'auras un mot à rajouter pour la fin, King Starface, ou bien? Et franchement, les gars, là, quand vous écouterez cette émission, notez les albums. Notez, il y a tellement de références. Vous avez votre playlist pour un mois minimum. Ah oui, minimum. Hein. Minimum. Hein. Plus je suis gentil. Plus. Franchement, je suis gentil. Et vous allez découvrir des pépites parce qu'il y a des trucs dont on a parlé là. En fait, c'est que des légendes. Voilà, vous avez capté de toute façon. Yes. Et écoutez bien sûr son projet. Vous savez déjà. Voilà. Scorpion Tape Volume 2, édition 1994. Ah bah oui. Yes, mixé par ma main Kwama, mixé masterisé. Kwama la science. Dédicace à lui. Ouais. Dédicace à DJ Lil Pop qui a fait les scratchs, qui a fait les passe-passe. Dédicace à tous les featuring. J'espère ne pas en oublier, mais en tout cas, pour en citer quelques-uns, Mama Raf, grosse dédicace. Greta Criminal, Wata Fiva, Nicki Nelson, Mamine Kabod, les originales Négus, ma team fort, ma famille, Jim Set, Radou, Lord Black, Tish Armstrong, qui on a d'autres aussi. Tish Armstrong, le miel dans la voix. Le miel fort, incroyable, vraiment incroyable. Le vrai miel. Ouais, Shogun et Siago de la Sono TV. Elle aussi, le vrai miel dans la voix. Le vrai miel, voilà. Et ouais, je crois que... Est-ce que j'ai cité tout le monde? Je sais plus. Et soit tout le monde, de toute façon. En tout cas, soit tout le monde. Mais oui, voilà. Même ceux qui étaient dans le coup. Même ceux qui ont donné de la force, tu vois, qui ont fait des adlibs et tout, dans les ambiances et tout, vraiment big up. Mais en tout cas, voilà, allez streamer la Scorpion Tape Volume 2, édition 1994, disponible sur YouTube, sur SoundCloud, en téléchargement gratuit sur Mega. Il y a eu des visuels qui ont été faits pour le freestyle Bring the Pain, Unbelievable, Flavor in Your Air avec Radou, le clip dans l'arène. Je sais pas à quel moment cette émission sort, mais en tout cas, il y a un autre clip de prévu. Peut-être qu'il sera déjà sorti au moment où ça sort. Ça va arriver très vite, t'inquiète. Mais en tout cas, c'est dans les plans. De toute façon, vous saurez. Ouais. Et puis voilà, hein. On est là, toujours hip-hop. Et ça va continuer à envoyer fort. Yeah, ouais. Turn up. Turn up, comme tu dis. Yes. En tout cas, bien vu à tous les deux. Et puis, on s'attrape, on se check bientôt. Merci. Et dédicace, pardon, aussi à ADNC, au NC Music Studio aussi, là où j'ai enregistré toute la mixtape. Donc, big up. Big up à eux, shout out à eux. Important aussi. Important aussi, c'est une très bonne chose. Du coup, les gars, on salue tout le monde. Et on s'attrape très vite, très bientôt.
Yes. Pas le temps de perdre du temps, mec, autant dire que le but est que nos arts et notre culture restent authentiques. Gars, je te parle pas de petits sons qui hip-hop, je te parle même pas de rap, frérot, je te parle de hip-hop.